des maths. Des maths à Florence, ce n'est pas tout à fait habituel. Des maths à Florence sur cette estrade, ce n'est pas facile. Peut-être que certains d'entre vous se sont fait avoir parce qu'ils avaient pris le forfait, ils sont venus par habitude et ils ont peur des maths, ou alors ils se sont dit il fera plus frais ici, ou alors leur petit copain leur a dit viens, tu verras ce que je fais au mon quotidien, etc. Je ne vais pas faire de maths en fait, je vais faire très peu de maths, je vais utiliser un peu le vocabulaire des maths, je vais mettre quelques mots mathématiques ici, mais si vous êtes rétif à toute mathématique, n'ayez pas peur, vous allez pouvoir comprendre ce qu'on va faire, parce que ce que l'on va faire, c'est un voyage à la suite des objets dont Bruno vous a parlé, qui sont des objets assez atypiques, assez particuliers, et toutes les photos que je vais vous montrer, j'espère, vous convaincront que ces objets sont des choses intéressantes. Alors, comme Bruno vous l'a dit, ce sont au départ des objets pédagogiques. En fait, c'est au départ même des objets scientifiques, pédagogiques. Ensuite, c'est des bibelots qui prennent la poussière, ensuite, c'est des œuvres d'art, ensuite, c'est des objets qui inspirent des artistes, ensuite, c'est à nouveau des bibelots qui prennent la poussière, c'est des supports de médiation, c'est des objets de collection, c'est des objets qu'on met dans les musées. Il faut qu'on fasse tout ça en 1 heure, c'est ça ? 1h30, question comprise, ça veut dire quelle heure ? 20 heures, c'est bon, j'ai du temps. Alors commençons notre voyage. Nous allons dans un temps très lointain et dans une galaxie proche, très proche. En fait, on va à Paris, on va dans le 5e arrondissement, on va rue Pierre et Marie Curie. Là, il y a un campus scientifique. Ce campus, si jamais vous êtes déjà allé à Paris, vous le connaissez. Sur la gauche, il y a le labo historique de Marie Curie, qui est maintenant un musée, sympa. Un peu plus loin, il y a le labo de Jean Perrin, qui est aussi un labo historique intéressant. Mais ce qui va m'intéresser, moi, c'est ça. Alors là, la photo a juste ce qu'il faut de contre-plongée pour que ça fasse encore plus impressionnant. Un bâtiment en briques, l'Institut Henri Poincaré, dont parlait Bruno tout de suite, que je vais appeler IHP tout le temps par habitude. Ce bâtiment date de 1928, mais ce qui nous intéresse à l'intérieur est encore plus vieux. Et donc on va monter, on va aller au premier étage. Les fenêtres que vous voyez là, c'est la bibliothèque. La bibliothèque où il y a toutes les vieilles collections. Et si vous rentrez dans la bibliothèque, vous allez trouver des vitrines comme ça. Beaucoup de vitrines. Avec plein d'objets. Alors là, j'ai mis les moins fascinants pour l'instant pour garder un peu de suspense pour la présentation. Donc là, vous avez plein d'objets, c'est essentiellement des polyèdres qui sont là en plâtre, qui sont exposés. Il y en a dans la bibliothèque un peu plus de 300 qui se baladent, et il y en a à peu près autant dans les réserves. Et c'est ces objets dont j'ai envie qu'on parle aujourd'hui, dont j'ai envie de parler aujourd'hui. Alors pour un petit peu avoir, quand même, vous soyez un peu intéressés, parce que si je vous montre que des cubes, ça ne va pas vous motiver trop, j'en ai mis un là, pendant ce temps-là. Donc c'est ce genre d'objet qu'on va suivre. J'ai la chance que 2 photographes m'ont prêté leurs photos pour l'exposer. Donc il y a toutes celles sur fond noir qui sont dues à Vincent Moncorgé. Vous allez voir, elles sont très artistiques et très inspirantes. Et puis il y a un autre lot de photos qui est dû à Anne Chauvet, qui elles sont plus visibles et qui vont nous être un peu plus utiles pour redécouvrir un peu ces objets. Donc je vais montrer beaucoup de photos. Alors suivons le destin de ces objets. On est revenu au XIXe siècle. On est à la fin du XIXe siècle, on est dans une période où la géométrie grouille de résultats, grouille de choses très intéressantes. Et ce qui va nous intéresser, c'est les enseignants. Alors j'ai mis une photo de moi en tant qu'enseignant. Là, vous me voyez dans une activité typique d'enseignant. Je pense que tout le monde a compris. Je suis en train d'observer un trou noir. C'est une des activités de l'enseignant. Et nous, on en trouve. On est sûr, on n'a pas besoin d'avoir des détecteurs très chers, c'est très facile à trouver. Alors, qu'est-ce que c'est que le métier de prof ? Tout le monde connaît des profs, tout le monde a déjà vu des profs, et tout le monde sait ce qu'est le métier de prof. Alors, j'ai fait un sondage sur un réseau social, désolé pour les lucioles Jean-Philippe, mais j'ai utilisé un réseau social pour ça. J'ai posé la question, quand j'ai commencé à réfléchir à ce que j'allais dire ici, qu'est-ce que le métier d'un enseignant ? Et j'avais fait 4 propositions, concevoir des cours, faire cours, corriger des copies, autres. Le autre est composé de 2 catégories. Les gens qui sont complètement trolls, qui pensent que les profs ne prennent que des vacances, et les gens qui sont du métier, qui savent qu'en fait, on fait beaucoup d'administration. Donc ça, c'est la partie, on va oublier cela. Il y a des gens qui disent 5% correction de copie, je les remercie. J'aimerais bien d'ailleurs que ce soit eux qui décident de mon temps de travail, parce que si jamais je passais aussi peu de temps sur les copies, je serais heureux. Et la majorité a dit faire court. Il se trouve qu'intimement, je suis persuadé que ce n'est pas
le plus gros du boulot de l'enseignant. Faire cours, c'est un travail essentiellement d'interaction avec les élèves, un petit peu de comédien, un petit peu de compétences, on y arrive. Mais le plus gros du boulot, le plus difficile du boulot, là où on met toute l'intelligence, c'est concevoir les cours. Et c'était déjà le cas au 19e, et c'est ça qu'il va falloir qu'on comprenne pour savoir pourquoi on a eu besoin de ces objets. Donc je vais prendre un exemple, on va aller dans le 19e, j'ai mis un théorème mathématique. Donc là, je l'ai dit, hein, si vous n'aimez pas les maths, vous pouvez fermer les oreilles 30 secondes. J'ai mis un théorème qui est dû à un mathématicien belge qui s'appelle Germinal Dandelin, là-haut. Et ce théorème dit, si vous coupez un cône de révolution par un plan, la courbe que vous obtenez est une conique. Ça, c'est pas trop nouveau, en fait, c'était déjà le cas, on savait déjà depuis l'Antiquité. Mais il y a un petit truc en plus, il dit, on démontre que les foyers de la conique sont les points de contact du plan de coupe avec les sphères tangentes au plan et tangentes au cône. Donc là, normalement, j'ai fait un effet, j'ai fait peur. Alors imaginons, nous sommes au 19e siècle. Vous voyez, le résultat est de 1826. Si on se place dans les années 1880-1890, je suis prof en Sorbonne. Vous n'êtes pas des festivaliers à Florence, vous êtes des étudiants sur des bancs en Sorbonne. Comment est-ce qu'on fait cours ? La solution la plus simple, c'est d'aller regarder le texte historique. Ça, c'est le texte de Dandelin, 1826. Et il dit, par l'axe du cône, menons un plan perpendiculaire au plan de la section, il coupera le cône selon AS et BS, les deux sphères suivant les cercles C et C, tangentes à ces deux directs, tatati, tatata, tatati, tatata. Même si vous êtes matheux, la lecture de ce texte vous laisse un peu froid et ne vous permet pas de comprendre très bien les choses. D'ailleurs, il y a la deuxième partie qui vient après, pour que ce soit évident. Et à la fin, il y a écrit « Ainsi, cette courbe est une ellipse dont les foyers sont grand F et petit f, c'est démontré, on est heureux. » En termes de pédagogie, c'est raté. C'est-à-dire que là, même si vous avez eu le temps de tout lire, ce dont je doute réellement, ça n'est pas bon. Alors vous avez peut-être vu que j'ai un peu escamoté quelque chose. Il y avait quelque chose dans la marge. Il faut toujours regarder les marges chez les matheux. Il y avait écrit figure 1. En fait, il n'y a qu'une seule figure dans l'article. Je vous ai mis la figure 1 pour que vous compreniez. Donc il y avait des histoires de cônes, de plans de coupe, de sphères tangentes, etc. Donc là, c'est censé tout expliquer les notations qui sont là. Donc maintenant, vous avez tout compris. On peut se dire, un prof ne va pas faire ça, il ne va pas donner un texte qui est abscon, qui est compliqué, avec juste une pauvre figure à la fin. Alors regardons, j'ai trouvé un cahier d'étudiant du 19e siècle. L'étudiant en question, c'est Émile Borel. C'est lui qui va fonder l'Institut Henri Poincaré en 1928. Donc c'est son cours à lui quand il était étudiant, et on voit le cours sur les sections coniques. Là, il y a le théorème, je ne sais pas si vous arrivez à lire avec la netteté du vidéoprojecteur. Vous voyez, tout ce qui est là, c'est la démonstration telle qu'elle est écrite, et il y a le petit dessin qui a été fait dans la marge. Là, ils ont fait le dessin en 3D, c'est quand même un peu mieux. Donc le prof faisait effectivement ceci. Si moi, aujourd'hui, prof, je reviens au XXIe siècle, je quitte les habits du XIXe, si je reviens au XXIe siècle et que je dois démontrer ça, j'ai déjà eu à le faire, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais avoir recours au numérique. Je vais chercher une image 3D qui soit lisible, avec des couleurs, avec quelque chose que je projetterai aux élèves. Ou alors, je vais aller chercher une animation. Là, c'est une animation. Alors, elle n'est pas animée ici pour la présentation, mais je peux bouger l'axe du plan, je peux bouger l'angle, je peux regarder des choses, je peux voir ce qui se passe pour donner une intuition aux élèves, pour qu'ils comprennent ce qui se passe, pour que ma démonstration, après, elle soit un peu plus compréhensible. J'ai une troisième solution. Voilà, j'ai une troisième solution. En fait, je ne l'ai pas affiché tout de suite, c'était pour remercier les gens du propulseur de Sciences Animation au Village des Sciences, parce qu'en fait, la troisième solution, elle est grâce à eux. Hier, j'ai été passer quelques temps avec eux avant le fil noir, et j'ai joué sur un logiciel pour découper un cône. Puis ensuite, j'ai été l'imprimer en 3D pour avoir un cône sur lequel je puisse jouer et faire glisser les pièces, regarder ce qui se passe. Donc je peux faire aujourd'hui, parce que je suis quelqu'un du 21e siècle, des images numériques que je projetterai, des simulations, des animations, je peux imprimer en 3D, tout ce qui était interdit aux profs du 19e siècle. Mais les profs du 19e siècle, ils avaient autre chose. Ils avaient ça. C'est le passage linguistique, il faut lire un peu d'allemand. Donc c'est un catalogue de modèles mathématiques pour les cours de mathématiques supérieures. Le catalogue est dû à un monsieur Schilling à Leipzig, je justifie qu'il soit en allemand d'ailleurs. C'est un livre dans lequel il y a des modèles mathématiques, les objets que nous on va regarder ce soir. C'est là qu'on en trouvait un certain nombre.
Alors si je regarde dans ce catalogue, je tourne un peu les pages, je tombe sur cette magnifique figure à un endroit. Alors il y a les commentaires en allemand que je vous ai épargnés autour. Et si vous regardez cette figure, vous voyez bien le cône, les deux sphères, une là, là-haut, et une zone de coupe, qui est ici, qui est l'ellipse, et les dessins qui sont là-haut. Donc c'est un autre dessin que celui qui était dans les cours, mais ça reste un dessin. Ça n'intéresse toujours pas le prof parce qu'il ne peut pas le diffuser aux élèves. La photocopieuse marche assez mal au XIXe siècle. Il ne peut pas trop le vidéo projeter, sauf avec des techniques qui sont un peu rudimentaires. Mais en fait, c'est un catalogue qui ne vend pas le dessin, qui vend ceci. En fait, on achète un objet, un outil pédagogique, comme on pourrait l'avoir aujourd'hui. Et cet outil pédagogique, il est réalisé en bois, en bronze, en fil. Et il est censé pouvoir être manipulé par les élèves. Donc vous reconnaissez tous les éléments qui sont dessus. Et si je tourne un peu le modèle et que je regarde précisément ce qui se passe, vous voyez qu'ici, il y a un petit pipion en bronze qui est mobile le long de la courbe qui est derrière. Et la ligne rouge qui est ici, qui relie le petit pipion aux deux foyers, aux deux points de contact des sphères, reste de la même longueur. Or, on sait d'après les cours de maths que si jamais on reste à même distance globale de 2 points, c'est qu'on ait une ellipse. Donc cet objet était en fait un objet pédagogique, un solide que le prof pouvait prendre en amphi, montrer aux élèves, faire manipuler pour que chacun comprenne un petit peu comme moi je l'aurais fait avec un ordinateur. C'est ça la vocation première de tous les modèles et tous les objets que je vais montrer aujourd'hui. Sur celui-là, on voit ce qui se passe, sur d'autres, ça va être un peu plus compliqué, et c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors le catalogue que j'ai montré, le catalogue allemand, le catalogue de Schilling, ce n'est pas le premier catalogue qui existe sur ce sujet. Il y en avait d'autres avant. Il y a d'ailleurs des producteurs français qui faisaient aussi des modèles en série. Un catalogue Muret qui est bien connu. C'est un catalogue de vente par correspondance. C'est le catalogue La Redoute des modèles mathématiques, en quelque sorte. L'édition que je vais prendre ici, elle fait 186 pages. À l'intérieur, il y a plusieurs centaines de modèles mathématiques avec des explications et des justifications. Il n'y a pas que des mathématiques et il n'y a surtout pas que de la géométrie. C'est-à-dire à l'intérieur, il y a des modèles de géométrie, de topologie, d'analyse, d'algèbre, il y a de la mécanique, il y a de l'architecture, il y a tout ce qui peut être enseigné dans le supérieur en termes de mathématiques au sens très large. On propose des modèles alors dans plein de matériaux différents, le gypse, le plâtre, bois, métaux, carton, fil. La liste n'est pas exhaustive, il y a encore d'autres choses derrière. Et ça a été réalisé en collaboration avec des professeurs. Alors j'ai mis professeurs avec un grand P, c'est les professeurs de chaires d'université. Alors il y en a quelques-uns qui sont célèbres. Félix Klein, qui est le grand professeur à Göttingen à ce moment-là, qui est le grand géomètre allemand de l'époque. Hermann Schwarz, qui lui est à Berlin. Schoenflies, qui je crois est à Zurich. Donc c'est fait en collaboration, c'est-à-dire ce n'est pas une usine qui décide de faire des modèles, c'est réalisé un grand chercheur en maths avec des artistes pour arriver à faire les modèles. Bon, baladons-nous dans cette édition. Donc là, je vais prendre l'édition de 1911, parce qu'elle est plus intéressante et qu'elle est pertinente pour la suite, mais il y en a beaucoup d'autres. Et donc voilà, je vous présente un premier gadget. Alors celui-là, je ne l'avais pas mis dans la présentation au début, puis il y a quelques jours, toujours sur les réseaux sociaux, j'ai trouvé un GIF qui faisait exactement la même chose. Et il y a quelqu'un qui était tout content de dire « Ouais, j'ai inventé quelque chose, j'ai fait un super GIF, etc. » J'avais envie de lui répondre « Oui, mais 130 ans avant, les gens ils le faisaient en vrai, en fait, la chose. Voilà. » Donc si vous regardez cet objet, il y a un plan qui est matérialisé ici en foncé, un plan vertical. Il y a une fente dans le plan. C'est cette forme de H un peu bizarre qui est ici. Il y a un axe central sur lequel il y a une manivelle. Et toujours sur cet axe central est attaché un bout de droite. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire tourner la manivelle, ce qui va faire tourner l'axe, ce qui va donc faire tourner le bout de droite qui est ici. Et à un moment, le bout de droite, il va heurter le plan vertical. Et il ne va pas le heurter parce que la forme qu'on va obtenir quand il va passer, c'est justement la fente qui a été tracée au départ. Ça, c'est un outil qui est fait pour montrer qu'en faisant tourner une droite oblique, on obtient cette forme qui est cette forme d'hyperbole qui est ici. Donc c'est ça qu'on cherchait à démontrer avec cet objet. Donc là, je l'ai rajouté pour ça.
Alors maintenant, faisons le tour du catalogue. Donc j'ai montré le catalogue, je vais montrer les modèles en face pour que vous puissiez voir la différence ou voir des choses un petit peu différemment en tout cas. Donc là, j'ai commencé en mettant des modèles en papier. Donc là, c'est le titre du chapitre sur les modèles en papier, enfin des modèles en carton si on écoute bien. Je vous suggère de mémoriser celui-ci parce que vous allez le revoir tout à l'heure subrepticement. Donc mémorisez-le. Mais pour l'instant, c'est celui qui est en bas qui va m'intéresser. Alors c'est un paraboloïde, celui-là. C'est un truc qui est facile à expliquer aujourd'hui à des étudiants en classe. Il suffit de leur dire « chips Pringles ». Tout le monde comprend la surface instantanément quand on imagine ça. Mais à l'époque, on avait besoin de choses un peu plus compliquées. Donc voici un modèle en papier. Tout ça, c'est du papier. Hein. Ça a vécu plus de 100 ans, mais c'est encore en très bon état. Et vous voyez, ce qu'on a fait, c'est que les différentes feuilles de papier en fait, nous servent à marquer le relief et à montrer ce qui se passe. On voit bien la forme parabolique qui est ici. On pourrait la voir dans l'autre sens. Celui-ci n'est pas à l'IHP, parce que celui de l'IHP n'avait pas des bonnes couleurs. Celui-là, je l'ai volé au musée des Arts et Métiers. Enfin, j'ai volé la photo au musée des Arts et Métiers. Ah, voici un très joli modèle. La surface de Clebsch. Alors déjà, quand on dit Clebsch, on sent tout de suite c'est important, c'est le nom d'un mathématicien. Cette surface, c'est le premier exemple de toute une série de surfaces que je vais montrer. Si jamais vous êtes matheux, c'est une surface algébrique. C'est-à-dire que l'équation est écrite avec des sommes et des produits. Et elle est d'ordre 3, elle est degré 3, parce que, en fait, quand on fait des produits, il y aura au plus 3 termes à l'intérieur. Donc ça, c'est une surface algébrique de degré 3 ou surface cubique, si on veut faire un peu plus court à l'intérieur. Elle est particulièrement intéressante, comme vous allez le voir, quand on la regarde d'un petit peu plus près. Donc voilà la photo du modèle de l'IHP. Donc on reconnaît bien la précédente. Hein. Vous voyez ici, il y avait ces deux trous qui se baladaient, il y avait les 3 bras qui partaient dans toutes les directions. C'est bien ce qu'on est en train de regarder ici. Hein. C'est bien la même. D'ailleurs, elle a été achetée sur ce catalogue-là, donc on sait que c'est celle-ci. Alors, quelques petits points de détail à dire. Le support ici ne fait pas partie de la surface. Ça, on s'en doutait un petit peu. En revanche, il y a plein de choses qui font partie de la surface et qu'on ne voit pas. C'est-à-dire qu'ils ont coupé la surface à un moment, parce que la surface, elle est infinie. Ce qui est un peu compliqué quand on veut la réaliser. Donc, on a tronqué sur les 3 côtés. Donc, on n'a qu'un bout de la surface. Alors peut-être que vous remarquez quelque chose, j'espère que vous le voyez bien. Il y a des traits dessus. Oui, vous les voyez? Alors il y a des traits, ils sont numérotés. Là, en fait, les traits sont des morceaux de droite qui sont là, mais des vraies droites. C'est-à-dire si jamais vous regardez un trait, réellement, ce ne sont que des points alignés dans l'espace. C'est des droites. Et cette surface, en fait, elle sert justement à ça, à montrer le nombre de droites qu'on peut mettre sur la surface. Et il y a un résultat qui dit que parmi les surfaces cubiques, parmi toutes les surfaces cubiques, celle-ci est particulière, c'est qu'on peut mettre 27 droites dessus. Et à part des cas exceptionnels qui ont été construits avec des droites, c'est le maximum qu'on peut faire. Donc c'était pour montrer aux étudiants, en fait, le cas limite du théorème qu'ils avaient à démontrer dans leur cours. Alors dans le catalogue, il y a ça à côté, qui est beaucoup moins beau pour la plupart des gens. Je veux dire, si jamais on vous laisse choisir entre ça ou ça pour mettre dans votre salon, normalement, vous choisissez le premier. C'est-à-dire que le premier, c'est la surface. Le deuxième, c'est pour faire comprendre un résultat d'algèbre qui est associé à cette surface. Si je peux me permettre une phrase maths. En fait, la surface cubique, elle peut s'exprimer avec 5 formes linéaires, et ça représente les 5 formes linéaires dans l'espace. Donc ça, c'est le complément pour le prof qui veut faire la version algébrique et pas simplement géométrique derrière. Il y avait aussi cet outil qui allait avec. Alors je vous montre quand même quelques photos plus artistiques de l'objet, celle de Vincent Moncorget, donc très sombre avec une lumière bien choisie. Et puis j'ai modifié un peu ma surface. Alors je ne sais pas si vous l'avez encore en tête, là, tout se rejoignait au milieu, il y avait quelque chose qui était au milieu, là, une zone qui était au milieu. Et là, on se retrouve à pincer la zone qui est au milieu, à la faire diminuer. Comment est-ce qu'on a fait ce pincement ? C'est pas simplement un artiste qui a décidé en prendre son burin, allez, je vais couper un petit peu, j'ai coupé, ça va être plus beau. Non, là on est en train de faire quelque chose qui est mathématique, qui nous intéresse. Et comment on fait cette chose mathématique ? En changeant des paramètres dans l'équation, et en changeant des paramètres dans l'équation, on a changé la forme petit à petit, et ce qu'on est en train de voir, c'est l'évolution de la forme en fonction de notre équation. Et vous voyez qu'il y a encore des traits dessus,
mais vous en voyez beaucoup moins. Elle ne correspond plus au problème de tout à l'heure, elle correspond à un autre problème. On est en train de montrer comment ça se passe en fonction de l'équation. À vrai dire, on peut encore aller plus loin et rechanger l'équation, et toute la petite zone centrale a disparu. On est en train de regarder l'évolution de ces surfaces cubiques en fonction des paramètres dans l'équation. Si jamais vous allez dans certains musées de sciences aujourd'hui, ils ont imprimé en 3D 27 surfaces cubiques à la suite, qui est toute l'évolution possible qu'on peut avoir. 27 ? Beaucoup. Je ne sais plus si c'est exactement 27. Toutes les surfaces cubiques, qui est toute l'évolution qu'il y a à l'intérieur. Et c'est assez joli à voir. Là, à l'époque, ils les faisaient en plâtre et c'était déjà vraiment joli. Alors évidemment, là, quand on met une lumière centrale au-dessus, il y a un petit côté transcendant, ce qui est bizarre pour une surface algébrique. Ça, c'est une blague pour les matheux, parce que transcendant et algébrique, c'est le contraire en maths. Alors, une autre belle surface du catalogue de Schilling. Là, je pense que tout le monde a reconnu cette surface. Hein. Non ? Il y a quelqu'un qui ne voit pas la surface développée d'un paraboloïde ? Alors la voici un peu plus mystérieuse, un peu plus jolie. Je montre ces photos, ces belles photos, un peu pour avoir l'effet waouh, ah les maths c'est joli, etc. Mais aussi parce qu'elles vont être intéressantes pour la suite. Là, voilà, vous voyez, on la fait tourner un petit peu, on voit ce qui se passe. L'étiquette n'est pas très esthétique, et d'ailleurs c'est un vrai problème quand on fait la restauration de ces modèles. Est-ce qu'il faut garder les étiquettes historiques ? Et c'est une vraie grande question. Alors une autre surface, le dessin est en bas, la surface de Kummer. C'est écrit là-haut, M. Kummer, c'est un mathématicien. Donc celle-ci, elle est plus de degré 3, elle est de degré 4. Et si vous regardez bien, il y a ces petits pincements que j'appelais tout à l'heure, ces nœuds dans la surface, mais il y en a un petit peu plus. Là, cette fois-ci, il y en a 16. Et on est en train de regarder ce qui se passe. Alors tout de suite, je vous montre le modèle. Donc là, on a une vue du dessus. On voit bien que ça a été coupé. Hein. C'est cette face en plâtre qui est lisse ici. On a une vue du dessus. Puis là, vous avez une vue de face. Vous êtes en train de regarder votre modèle. Vous pouvez voir les nœuds qui sont ici. Et avec la lumière qu'il a choisie, on a même l'impression que c'est en suspension, que ce n'est pas une surface d'un seul bloc, ce qui est le cas mathématiquement, mais qu'il y a un morceau qui est suspendu au milieu de tous les autres. Alors là encore, une surface toujours de la même famille, elle se comporte d'un seul morceau. Mais au milieu, il y a un point. La partie sud, la partie nord, la partie basse, la partie haute, elles sont en contact avec juste un seul point. Alors vous voyez que pour faire le modèle et que ça marche réellement, physiquement, on a rajouté ici des supports en plus. Ces supports, ils n'existent pas dans la réalité. Donc voici la surface, la même surface, toujours avec une lumière très zénithale au-dessus. Alors ma page favorite du catalogue, on a tous notre page favorite dans les catalogues, moi c'est celle-ci. Celle-ci, alors si vous regardez là-haut, c'est dans le chapitre sur la géométrie infinitésimale. Je ne vais pas vous expliquer ce qu'est la géométrie infinitésimale, surtout qu'on ne l'appelle plus comme ça aujourd'hui. On l'appelle géométrie différentielle. Si vous regardez bien la première là-haut, la toute première en haut à gauche, vous voyez cette forme-là avec les deux hyperboles qui sont là. Elle est censée vous rappeler quelque chose, c'était le premier gadget que j'avais montré. Vous vous rappelez quand on coupait dans un plan avec le truc qui tournait avec la manivelle, on avait cette forme-là. Ça, c'est un hyperboloïde, c'est celui qu'on voyait tout à l'heure, c'était le mouvement de notre droite quand on tournait la manivelle. En dessous, il y a un deuxième modèle sympa, ici, qui est fait avec la rotation d'une certaine courbe qu'on appelle la tractrice. Alors la tractrice, c'est un nom super drôle pour une courbe. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est super drôle. Et si vous voulez un jour dessiner une tractrice, c'est très simple. Il vous faut une plage, un chien, une laisse. Vous vous mettez là, vous mettez votre chien là avec la laisse. Et vous avancez sans que le chien ne bouge. Et la trace que va faire le chien dans le sable, c'est la tractrice. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle s'appelle tractrice. Enfin, peut-être pas à cause du chien, mais en tout cas, c'est là. Et donc, c'est cette courbe-là. Si vous êtes ici au milieu et que le chien est ici, quand vous avancez, le chien il va faire cette courbe-là. Si vous faites tourner dans l'espace cette courbe, vous obtenez ceci, qui est une superbe surface. Une superbe surface. Je ne résiste pas à vous montrer quelque chose. Ce n'est pas un modèle de l'IHP. Je ne me moque pas des gens. En l'occurrence, c'est le mathématicien qui est le premier à étudier cette surface, qui a montré qu'elle était de courbure constante négative, c'est le même rôle que la sphère, mais à l'envers. C'est fantastique. Ce mathématicien, il a décidé de construire un modèle lui-même, en 1850.
un modèle de ça. Vous êtes prêts? C'est le modèle historique de Beltrami quand il a voulu construire pour la première fois cette surface. On se rend compte que le recours à des artistes et à des professionnels était vraiment quelque chose qui était nécessaire si on voulait avoir de la fiabilité dans la réalisation, quelque chose qui est conservé. Vous pouvez toujours la voir, elle est à l'université de Pavie, elle est conservée là-haut, dans le petit musée de l'université. Alors je reviens à ma page. Donc j'ai regardé ce qu'il y avait à gauche, celle qui est à droite là-haut. C'est très, très jolie chose. Alors je ne sais pas comment vous avez envie de l'appeler. Son nom c'est Schraubenfläche. Si jamais il y a des germanistes qui me pardonnent mon accent. Ici, elle a été introduite par un monsieur qui s'appelle Ulysse Dini, c'est écrit ici. Ulysse Dini, il est italien, donc ça m'étonnerait qu'il l'appelait Schraubenfläche. Là, c'est sûr. En fait, l'idée, c'est de prendre la même chose qu'ici, la tractrice, mais au lieu de la faire tourner juste comme ça, on la fait tourner et monter en même temps. On fait un vissage. Et donc, on obtient ceci, qui est un hélicoïde. C'est son nom, hélicoïde. Le voici, là c'est une réalisation en bois, superbe, vraiment superbe. Cette surface a la propriété d'être de courbure constante. Alors attention, quand on dit de courbure constante, ça veut dire courbure constante là où la courbure est définie, c'est-à-dire allez pas chercher sur le bord ici ce que ça veut dire la courbure. Quand on vous dit courbure constante, vous pensez une sphère, vous pensez un plan, mais en fait les mathématiciens, quand ils ont cherché à savoir ce que ça voulait dire être de courbure constante, ils sont aussi tombés sur des objets comme ça. Donc celui-là, il est très joli, j'en reparlerai tout à l'heure. Et puis il y a celui qui est en bas. Mon chouchou dans les collections de l'IHP, ici. Elle est aussi une surface de courbure constante. C'est la plus jolie surface du monde, c'est le plus joli objet du monde au moins. Elle s'appelle la surface de Kuhn. Donc je vous demande un petit moment de silence et de respect. Elle est belle. Alors elle est très belle, cette surface, elle a plein de propriétés. Je dois dire quand même que ce n'est qu'un morceau de la surface, comme toutes les autres qu'on a vues avant, elle est coupée. En fait, il faudrait la prolonger vers le haut et vers le bas. Là, ce n'est qu'un morceau. Vous voyez, elle se prolonge là-haut, elle s'entortille, etc. Je suis à peu près sûr que vous prenez 100 personnes et vous les dites « Est-ce que ça, c'est un objet de maths ou est-ce que ça, c'est un objet d'art ?» Il y en a à peu près 100 qui vont dire que c'est un objet d'art. Non, il y a quelqu'un qui aurait dit le contraire? À part ceux qui la connaissent déjà. J'ai vu des gens qui essayaient de faire des plaisanteries. Ah, Eric est en train de prendre une photo. Oui. Hop. Bon, allez, remettons-nous de nos émotions artistiques et passons à d'autres types de modèles. Alors là, je vous montre des modèles qui sont faits avec des fils tendus. Alors pourquoi faire des modèles avec des fils tendus? Essentiellement parce qu'on a un problème avec tous ceux que je vous ai montrés avant, c'est qu'on a de la matière, c'est une surface qui est épaisse, on a rempli l'intérieur. Il y a du plâtre, il y a du bois, il y a des choses, c'est un solide. Or, on devrait avoir une surface. Et donc là, ça nous permet de voir ce qui se passe à l'intérieur. En particulier, ça nous permet de voir quand on se rencontre, quand il y a une intersection. Alors évidemment, là, le vidéoprojecteur ne va pas nous aider beaucoup. Donc là, vous êtes en train de regarder l'intersection de deux surfaces, l'une faite en fil rouge, l'autre faite en fil blanc. La technique est en train de ramer un peu. Donc vous voyez ici la zone blanche, ici la zone rouge, et on est en train de voir l'intersection. Peut-être sur la suivante, ça se verra mieux. Il faut conserver une part de mystère pour que ça. Donc je vous invite à aller visiter les modèles. Si vous passez à l'IHP, si vous passez à Göttingen, à Tokyo, il y a dans certaines grandes universités de la fin du XIXe siècle, il y a des collections entières de ces modèles. Alors je vais en montrer un autre. Celui-là est aussi dans la collection, dans le catalogue Schilling. Et quand on le regarde en vrai, voilà ce que ça donne. Donc c'est encore une surface algébrique comme les autres qu'on a regardées tout à l'heure, sauf qu'elle s'enroule dans elle-même, elle se recoupe elle-même, cette surface. Et si vous regardez très précisément, vous voyez ici des petites perles qui sont là pour marquer en fait l'intersection de la courbe avec elle-même, pour pouvoir montrer cette zone. Si ça avait été rempli, on ne verrait pas du tout, parce que ça serait obstrué par la matière qui est derrière, ça serait caché par la matière qui est derrière, donc on ne verrait pas ce qui se passe. Alors je vais revenir à un modèle en plâtre. Ce modèle,
il n'est pas de la géométrie. C'est-à-dire, il ne représente pas un objet géométrique, il ne représente pas une surface qui nous intéresse, il représente une fonction. Alors si jamais il y en a parmi vous qui sont au lycée, ils ont tracé des graphes de fonctions, et voilà, et ils sont contents, ils ont tracé dans le plan. Ici, c'est une fonction de la variable complexe et à valeur complexe, donc c'est plus compliqué, il y a plus de dimensions. Et c'est pour ça qu'on a encore plus besoin de l'objet pour le voir, parce que c'est trop compliqué pour le dessiner. Alors je vous montre l'objet, puis je vous explique un petit peu. Cet objet ici, si vous le regardez et que vous essayez de le décrire sans savoir ce qui est derrière, il y a 4 pics en forme de trèfle qui sont disposés sous forme d'un losange. Alors première chose, il n'y en a pas 4. On a coupé pour la présentation, mais en fait, il y en a une infinité. Quand vous prenez un, là il y en a un deuxième, donc il y en aura un troisième ici, un quatrième, un cinquième, etc. Ici il y en a un, ici il y en a un, il y en aura régulièrement. Ça va être périodique dans les 2 dimensions de notre plan. Donc en fait, il faut imaginer que c'est entièrement pavé de ces trèfles, il y a des trèfles partout. Toujours à 3 feuilles, mais des trèfles partout. Et puis ensuite, en fait, on les a coupés. Ces pics, ils ne s'arrêtent pas là, ils continuent jusqu'à l'infini. En fait, on est en train de regarder la fonction dérivée de la fonction p de Weierstrass, et il y a des pôles d'ordre 3, donc ces trèfles qui sont là. Weierstrass, c'est un mathématicien qui est la moitié du 19e siècle, et 20 ans, 30 ans après ces travaux, on avait déjà ce genre de modèle qui apparaissait dans les cabinets de mathématiques des universités. Alors je vous montre l'autre photographe qui vous le montre. Vous repérez encore à chaque fois les trèfles qui sont ici. L'aspect régulièrement espacé, il a un peu tourné le modèle pour que ce soit plus esthétique. La lumière telle qu'il l'a choisie. La lumière vient bien du dessus, comme on l'imagine, mais la réflexion sur le plâtre en bas donne cet effet un peu merveilleux. Il y en a parmi vous, quand ils voient ça, ils pensent à Shakespeare ou pas? Non, c'est une question pour la suite. Personne pense à Shakespeare. Vous n'entendez pas les gens qui sont en train de se moquer de Falstaff, là? Non, ils sont là pourtant. J'ai mis une dernière surface. Ce n'est pas la plus intéressante mathématiquement, mais il se trouve que quand j'ai fait visiter la collection à mon petit-neveu, il était fasciné par la surface à moustache. Donc j'ai mis cette surface à moustache ici, juste pour ça. Alors cette surface à moustache, elle a un grand intérêt, c'est qu'elle me permet une transition vers un moustachu célèbre, ici. Enfin célèbre, il faut le dire vite. Ce monsieur, il s'appelle Joseph Caron. C'est un mathématicien de la fin du 19e siècle, enfin il a vécu aussi au 20e. Là, il est un spécialiste de géométrie descriptive. Alors schématiquement, il y a 2 types de géométrie. La géométrie descriptive, ceux qui font des dessins et qui cherchent à résoudre graphiquement ce qui se passe, ils dessinent des épures, ils font des représentations plus ou moins fidèles dans leurs dessins. Et ceux qui font de la géométrie analytique, eux, ils écrivent des équations, ils font plein de calculs sur les équations. Et il y a à peu près les 2 écoles qui sont rivales à cette période-là. Lui, il est du côté géométrie descriptive. Quasiment tous les noms de mathématiciens que j'ai montrés jusqu'à présent, ils sont aussi dans la géométrie descriptive. Il y en a même un qui dit, c'est Felix Klein, qui dit « l'influence désenchanteresse de la géométrie analytique ». La géométrie analytique, travailler avec des équations, faire des calculs, ça retire toute la magie qu'il y avait derrière et qu'on pouvait voir là. Donc ce monsieur Caron est un professeur de géométrie. Il a une mission un peu particulière, il est chargé de travaux graphiques à l'école normale supérieure. Alors c'est une fonction qui n'existe plus aujourd'hui, mais il était essentiellement prof de dessin mathématique auprès des élèves. Et il travaillait pour ça avec un très très grand géomètre qui s'appelle Gaston Darboux. Gaston Darboux, c'est la star des géomètres français à l'époque. Et il y a un détail qui est amusant, Gaston Darboux, il a écrit un livre sur les surfaces. Leçon générale de théorie des surfaces, je crois. C'est un livre, c'est 4 volumes, chacun fait 500 pages sur les surfaces. Donc voilà, 2000 pages sur les surfaces. À votre avis, combien il y a de dessins de surface à l'intérieur? Ah là, il y a des gens qui disent 0, vous exagérez un peu. 1. Il y a une surface à l'intérieur, et en plus elle est moche. C'est-à-dire qu'on ne voit rien. C'est vraiment la pire surface qu'il a choisie. Je suppose que c'était très compliqué pour des raisons d'édition à l'époque, mais donc il faut imaginer. Il a cet assistant, chef de travaux, qui est chargé de faire travailler les élèves sur les épures, et ensemble ils travaillent. Alors j'ai pas résisté, j'ai mis un autre énoncé. Là encore, si jamais vous n'aimez pas les maths, vous pouvez les abandonner tout de suite.
Donc 3 plans orthogonaux, un plan, j'ai dit cela, celui-là, les 3 plans orthogonaux entre eux. On va regarder des droites qui passent par des points qui sont sur les 3 plans, et telles que les distances entre les points sont fixées. Donc on a plein de droites qui sont à partir de là. Question. J'ai mis cherchons pour ne pas faire trop peur, que vous ne soyez pas obligé de le faire vous-même. Cherchons les surfaces orthogonales à toutes ces droites. La question n'est pas facile. J'avoue que si j'avais à le faire, je ferais de la géométrie analytique, je ferais les calculs, et je remarquerais qu'il y a toute une famille de solutions. Voilà, je remarquerais ça. Sauf que ça, c'est un vrai problème d'examen, posé par Darboux, corrigé par Caron, et il fallait résoudre ceci avec le dessin. Alors, tous les physiciens parmi vous ont remarqué que c'est un problème de front d'onde, en fait. Il est en train de chercher, en fait, c'est de la physique, ça, quasiment. C'est pour ça que ça ne vous a pas plu, peut-être. Alors, Caron, il ne s'est pas contenté de corriger les dessins et de regarder ce qui était derrière. Il a cherché à construire les solutions. Il en a construit 8 qui étaient particulières. Alors là, c'est le pied de l'une d'entre elles, c'est pour voir la belle écriture de Joseph Caron. Donc, surface normale aux droites, dont 3 points de distance constante se meuvent dans 3 plans rectangulaires. C'est le problème que j'avais écrit avant, hein. C'est exactement celui-là. Il dit quelles sont les distances, il y a un paramètre qui vient de la solution, il écrit quelle est la valeur du paramètre qui est là, il signe, Joseph Caron, et il met la date, vous voyez que ceci ça a été réalisé en février 1914, celui-là. Voilà l'objet. Donc voilà la surface que les élèves étaient censés trouver par le dessin dans leur problème. Alors on remarque qu'il y a plein de choses intéressantes dessus, on voit qu'il y a des arêtes de rebroussement, c'est-à-dire la surface part et revient. On peut voir une autre solution du même problème, où il a changé le paramètre. Encore une solution, alors celle-ci, je suis désolé, la photo date un tout petit peu. Depuis, grâce à un financement participatif, en fait, celui-ci a pu aller chez un restaurateur qui l'a entièrement remis, qui l'a démonté, qui l'a recollé avec des colles modernes pour que le modèle soit entier et qu'il puisse à nouveau faire son travail de modèle. Là, il est un peu abîmé. Et en voici un 4e. Donc vous avez ici 4 solutions. Vous voyez que ce ne sont pas les mêmes. Sur certaines, vous avez cette forme en queue d'aronde. On est en train de regarder. Il a fait 8 solutions à ce problème pour pouvoir montrer aux étudiants tout ce qu'on pouvait trouver, la diversité des solutions qu'on pouvait trouver. Il a fait ça au printemps 1914, c'est-à-dire s'il avait quand même beaucoup de travail à faire. Vous voyez au passage qu'il est un bon ébéniste, parce que je vous ai dit qu'il était professeur de géométrie, mais il fait ça lui-même, donc c'est un bon ébéniste, c'est un artiste, c'est même pas qu'un artisan, c'est un vrai artiste dans sa création. Alors il a fait plein d'autres modèles. On estime qu'il en a fait une centaine pour la période jusque 1915 à peu près, pour le cabinet de mathématiques de la Sorbonne ou pour l'ENS. Alors je vous en ai montré quelques-unes de mes favorites. Alors comme toujours, j'ai montré les étiquettes d'abord, parce qu'on a sa signature, ça nous permet de savoir ce que c'est. Donc là, vous avez une surface spirale enveloppée de sphères. Alors vous avez le lieu du centre et le rayon de la sphère. Alors si vous êtes un peu matheux, il y a une sphère qui est en train de bouger sur une spirale. Et dans le même temps, le rayon de la sphère diminue. Enfin, ou monte si vous allez dans l'autre sens, ou grandit si vous allez dans l'autre sens. Donc voilà l'objet qu'il a créé. Ça correspond encore une fois à une résolution d'exercice. Hein. C'est le prof, au lieu de vous dire la solution au tableau, en plus il vous la construit. C'est quand même quelque chose qui est un peu plus sympathique. Hein. Elle a une vision un peu artistique en jouant encore sur les effets d'ombre. Allez, une autre. Encore une surface spiralée. Engendré par une circonférence horizontale. Une circonférence, c'est un cercle, hein. C'est un mot pour faire peur, rien. Rencontrant l'axe OZ. Là, en fait, c'est le hula hoop, c'est le cerceau qui tourne autour de vous, sauf qu'au fur et à mesure qu'il remonte, il rétrécit. Enfin, je ne sais pas si c'est un hula hoop ou si c'est un serpent, d'ailleurs, qui fait ça. Mais enfin, vous voyez l'autre corne, et vous avez cette photo. Posez-vous toujours la même question quand vous voyez les photos, est-ce que ce sont réellement des maths ? Ou est-ce que c'est autre chose si jamais vous croisez cet objet-là? Chez un antiquaire, celui-là, vous ne l'achetez pas pour faire un objet mathématique, vous l'achetez pour le mettre dans votre vitrine. Alors la pomme, une très jolie pomme. Vous avez, jusqu'à présent, j'ai évité de montrer les équations, là je l'ai montré quand même. Enfin, j'ai commencé à la montrer.
Là, donc c'est une jolie pomme. Je vous déconseille de la manger parce qu'elle a l'air d'avoir des problèmes de l'autre côté, à l'intérieur. Là, un tout petit modèle. Alors, il y a des gens qui l'appellent le poisson. Ce serait un poisson quand même un peu bizarre vu le nombre de queues qu'il aurait. Le bébé. Ça, c'est le nom parce qu'il est tout petit en fait. Là, on est en train de regarder quelque chose qui fait 6-7 cm de largeur. Alors, vous avez un bout de l'équation. Je regrette de ne pas avoir fait la photo parce qu'en fait, l'équation fait le tour. À l'intérieur, c'est encore une surface algébrique. Alors, je vais encore en montrer quelques-uns de Joseph Caron. Là, c'est des circonférences tangentes à 3 circonférences données. Vous prenez 3 cercles qui se coupent. Une fois que vous avez ces 3 cercles qui se coupent, vous cherchez tous les cercles qui sont tangents à ces cercles-là. Donc là, vous avez les grands cercles. Et vous avez les petits cercles qui sont dessinés en couleur. Là, il l'a réalisé en papier pour montrer la chose. Ça n'a pas dû lui plaire. Alors ça a été fait en 1912 ou 1913, je ne me rappelle plus exactement. C'était écrit là. 1912. Ça n'a pas dû lui plaire, il l'a refait en métal pour que ce soit sûrement plus solide ou plus intéressant. Donc là, c'est le même problème, la même réponse, mais évidemment, ça a un intérêt différent en termes esthétiques. Alors, il y a un dernier modèle, on ne sait pas trop s'il est de Joseph Caron. Celui-là, il est réalisé en papier mâché peint. Du papier mâché peint. Il y a des fils qui ont été collés dessus. En fait, il correspond à son article sur l'épure des 27 droites d'une surface du 3e degré. C'est ce que je disais tout à l'heure avec la surface de Clebsch, on peut mettre 27 droites. Ça, c'est le même problème. Plutôt, c'est la même solution à l'intérieur. Alors, on ne sait pas s'il est exactement de Joseph Caron, il y a une présomption que ce serait de lui, on n'est pas sûr. Mais je l'ai mis là. Pendant que cet objet nous regarde, parce que oui, vous avez tous l'impression qu'il y a un masque qui nous regarde, je dois dire qu'on arrive à la fin de la première période de ces modèles. Il faut que je surveille l'heure, oui, c'est bon. On arrive à la fin de la première période de ces modèles. Ils ont été utilisés, il y avait des grands géomètres qui les utilisaient, qui les montraient aux élèves, qui donnaient des solutions aux élèves. Et puis ces grands géomètres, ils arrivent en fin de carrière quand même, un jour ça arrive. Il y a la Première Guerre mondiale qui est là, on arrête un peu tout, les mathématiciens, les étudiants vont au front comme tout le monde. Donc il n'y a plus de modèles qui sont construits pendant la guerre. Gaston Darboux, le grand mathématicien, meurt. Donc là c'est fini, voilà, etc. À la fin de la guerre, les nouveaux matheux qui arrivent, ils disent « mais c'est quoi ces trucs ? C'est pas précis, ça ne peut pas être précis, c'est pas un objet mathématique, c'est fait par quelqu'un qui ne connaît pas les maths. C'est fait par un artiste. Si c'est fait par un artiste, c'est pas juste, on va donner des mauvaises intuitions aux gens. Donc on remise tout ça, on les abandonne. On les met dans des placards où ils prennent gentiment la poussière. Alors je dois préciser quand même quelque chose, si jamais vous voulez visiter un jour des collections de modèles, les premiers que je vous ai montrés de la collection Schilling ou de la collection Murray, c'est des choses qui étaient en série, c'est-à-dire qu'il en existe 10-15 exemplaires dans le monde. Ceux de Joseph Caron, ils sont évidemment complètement uniques. C'est-à-dire qu'il les a fait une fois pour son école, son université. Donc ceux-là, vous pourrez les trouver que à l'IHP. Alors il y a un hasard un peu particulier qui va nous amener à changer complètement de monde. Ce hasard, il s'appelle, comme vous ne le voyez pas, Max Ernst. Max Ernst hérite d'un travail dans les années 20. Il doit illustrer une édition des Chants de Maldoror de Lautréamont. Et à l'intérieur, mathématiques sévères, mathématiques. Et Max Ernst, il réfléchit, il se dit, voilà, je vais aller chercher des mathématiques. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend le catalogue Schilling, il découpe, il fait des collages à partir de ça, et hop, ça y est, j'ai mon édition décorée de Lautréamont. Et puis après, il en parle à quelques amis, et en particulier à un, Man Ray, que vous connaissez tous. Non ? Alors Man Ray, son vrai nom est ici. Je pense que vous devinerez tous pourquoi il s'est appelé Man Ray, et pas Emmanuel Radnitsky. C'était un peu plus facile à prononcer, et c'était à peu près une compression de son nom. C'est un artiste. Alors d'abord dada, puis surréaliste. Comme son nom ne l'indique pas, en fait, il est américain.
Et il va débarquer à Paris, il va venir à Paris, enfin, il arrive en France, plutôt au Havre a priori qu'à Paris, mais bon, en juillet 1921, j'ai mis que c'était le 14 parce que c'est vrai que c'est toujours drôle de voir qu'il arrive un 14 juillet. Sa première image de la France a dû être particulièrement festive. Et il va se développer dans les milieux artistiques parisiens. En particulier, il va rencontrer Max Ernst qui va lui dire « Ah, les modèles mathématiques, tu sais, c'est joli, c'est intéressant. Toi qui t'intéresses à l'abstraction, toi qui fais des photos, c'est bien. » Oui, parce que je ne l'ai pas dit, mais Man Ray est connu à l'époque comme photographe. Il est photographe. Il ne sera pas que photographe dans sa carrière d'artiste, mais c'est comme ça qu'on le connaît. Et il va rejoindre le mouvement surréaliste, il va être, dès la première réunion surréaliste, il sera là et il va y rester un certain temps. Et j'ai mis ici un petit bout de phrase d'Edward Seblin, qui est un grand spécialiste de Man Ray, « Imaginez l'inimaginable ». Il répète ça sans arrêt quand il parle de Man Ray. Moi, je trouve que c'est fantastique parce que ça marcherait pour tous les gens un peu créatifs, qui soient cosmologistes, mathématiciens, peintres, etc. Le rôle, c'est toujours un peu d'imaginer l'inimaginable quand on veut créer quelque chose. Alors, que fait Man Ray ? Il se dit, si on me parle des modèles, je vais aller les photographier. Et donc, je vais vous montrer les photographies de Man Ray. Donc, c'est des photographies d'époque. C'est la collection du Centre Georges Pompidou. J'ai essayé de mettre tous les crédits corrects à chaque fois en bas. Donc, vous les verrez. Donc, voici une photo par Man Ray. Alors, on reconnaît des modèles. Enfin, on en reconnaît un. Celui-là, on l'a vu tout à l'heure. Ma sélection que j'ai faite tout à l'heure, c'est pour que vous les reconnaissiez au fur et à mesure. Donc c'est le poisson ou le bébé là, de tout à l'heure. Celui-là, je ne vous l'ai pas montré, parce qu'en fait, on l'a perdu. Celui-là, on ne sait pas trop où il est, a priori, etc. La seule preuve qu'on a qu'il a été dans la collection un jour, c'est que Man Ray l'a filmé, l'a photographié. Donc ça, c'est une trace. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette photo ? Déjà, Man Ray a rassemblé des modèles, il les a mis côte à côte. Est-ce qu'il y avait des raisons mathématiques de les mettre côte à côte ? Pas forcément. C'est son choix, il a dit je les mets côte à côte. Il a fait de la composition. Il a décidé de trouver des lignes, des choses intéressantes dans sa photo. Et il a éclairé bizarrement. Depuis tout à l'heure, je vous montre des photos de deux photographes contemporains. Et vous voyez qu'il y a des vraies différences entre les deux. Là, il y a encore un autre parti pris, un parti pris sur la lumière. Man Ray, j'ai lu ça, Man Ray avait une phrase, il dit « Tout peut être transformé ». C'est pas Lavoisier, mais c'est une autre idée. Tout peut être transformé, déformé, élimé par la lumière. Donc le pouvoir de la lumière dans ces photographies est quelque chose qu'il faut toujours regarder avec attention. Donc là, il y a ces deux-là. Alors je vous en ai mis plein d'autres. Là, vous retrouvez notre masque de tout à l'heure. Il est mis avec un modèle à fil. D'ailleurs, on le voit bien mieux sur cette photo que sur les précédents. Là, vous voyez qu'il a aussi mis un support, sûrement une feuille de papier assez grande pour regarder ce qui se passe. Là, vous reconnaissez ce modèle. Maintenant, vous savez tous ce que c'est. Non, là, je ne vais pas faire une interrogation, sinon... Là. Celui-là, c'était celui qui était au tout début du catalogue papier de tout à l'heure, que je vous ai montré. Vous voyez les feuilles. La surface de Kummer. On voit bien les points qui sont ici. Là. La moustache, vous voyez. Alors, elle ne s'appelle pas vraiment comme ça. Hein, Voilà. La dérivée de la fonction P. Ici, il en a mis deux côte à côte. Alors, preuve que Man Ray n'a aucun goût. Il faut une certaine prétention pour oser dire cette phrase-là. Hein. Vous aurez compris que c'était de l'humour. Hein. Il a choisi ici un modèle en plâtre de la plus belle surface de l'univers. Tout le monde sait que c'est celle en bois qui était plus jolie. Hein. Là, le modèle en plâtre, il brille trop, etc. À côté, il a mis quelque chose qui n'a strictement rien à voir. Ça, c'est un sphéroforme de Meissner. Ça, c'est une surface. Vous voyez, elle est entre deux tiges métalliques. C'est parce que, quelle que soit la façon dont vous allez la tourner, elle va toujours toucher les deux tiges métalliques. En fait, elle est de diamètre constant. Un peu comme une sphère. Mais ce n'est pas une sphère. C'est un sphéroforme. Alors là, le côté saugrenu, le côté un peu fantaisiste de Man Ray. Oh tiens, j'ai deux modèles, je vais les mettre l'un sur l'autre. Il y en a un qui est en bois, fait par Caron, pour résoudre un problème d'épure. Il y en a un autre, c'est une surface cubique avec un point singulier. Ils n'ont strictement rien à voir. Non, mais je les mets l'un sur l'autre, c'est pas mal, non ? Puis en plus, on fait un petit jeu d'ombre avec la fenêtre derrière. Ah, ça, c'est plus logique, quoi. Il y a une hélice, etc. Puis on lui met un chapeau comme la reine d'Angleterre. Pourquoi pas ? Ah,
Alors là, vous ne voyez rien de ce qui est intéressant. Je suis désolé, là, le vidéoprojecteur ne m'aide pas beaucoup. En fait, vous voyez peut-être des gribouillis ici, qui sont là. C'est-à-dire que Man Ray, dans ses planches contact, dans ses archives, ces photos, il les a commentées. Alors, il y a des commentaires qui sont très simples. Là, vous avez surface algébrique de degré 4. Je ne suis pas sûr que ce soit exactement ce qu'il a écrit, mais on va dire que c'est ça. D'accord ? Donc là, c'est très descriptif. Là-haut, il y a écrit Roméo et Juliette. Je ne sais pas si vous le voyez là. Roméo et Juliette. Donc c'est un tout petit peu moins descriptif. Je ne sais pas si vous reconnaissez Roméo et Juliette sur la photo. La plus belle surface du monde. La surface de Kuhn. Alors là, il y a juste un commentaire, c'est Antoine et Cléopâtre. Alors je veux bien que la forme soit très suggestive, si vous arrivez à voir Antoine et Cléopâtre là, même enlacé, je ne le vois pas. Ici, tout en haut, là, à côté du masque, tout le monde l'appelle le masque. Hein. C'est quand même plus facile de l'appeler le masque que surface cubique aux 27 droites réelles. On est d'accord. Hein. Il y a écrit Othello. Othello, oui. C'est le sombre Iago avec son masque là qui est là, non ? On peut l'imaginer un petit peu. Alors, Man Ray avait annoté ses photos parce qu'il avait un autre projet. Cet autre projet, il l'a fait à la fin des années 40. À la fin des années 40, il s'est décidé à peindre les modèles, à les représenter dans des tableaux. Et c'est toute une série de tableaux, j'en ai mis quelques-uns aussi, j'avoue que je les goûte un peu moins que les photographies qui sont là. Cette série de tableaux, elle s'appelle les équations shakespeariennes. Chaque tableau représente une œuvre de Shakespeare. Là, vous avez la Nuit des Rois. Alors la Nuit des Rois, bon, il y a peut-être une couronne ici, quoi. C'est à peu près tout, si vous regardez. Alors on reconnaît les surfaces. Hein. Là, c'est l'hélice de tout à l'heure. D'ailleurs, elle était couronnée de ceci, qui est maintenant à terre. Celui-là, c'était celui avec le point singulier qu'on avait vu aussi, il l'avait photographié. Là-haut, c'est celui en papier. Celle-là, je ne vous en ai pas parlé, c'est celle qui est dans le livre de Darboux. La seule surface qu'il a voulu représenter dans son livre, c'est celle-là. C'est un truc en bois qui pèse 3 tonnes à peu près. Voilà. Et puis il y a une surface que je ne vous ai pas montrée, c'est celle qui est en rose ici. Je ne vous l'ai pas montrée et pendant longtemps, les gens se sont demandé ce que c'était que cette surface. Je sais pas, vous voyez, il y a 2 pinces qui arrivent comme ça, sur un sol en forme de 8. Et les gens ont cherché ce que ça pouvait être. Et c'est le signe que Man Ray était une bille en maths, qui ne comprenait rien en maths. Parce que ce truc, ce n'est pas un modèle. C'est le support qui servait à maintenir un autre modèle. Vous voyez, là, vous avez une magnifique cyclide parabolique qui a été coupée de l'autre côté pour qu'on puisse la voir. Alors je suppose que quand Man Ray est venu regarder, ce qui était censé être dessus devait être posé à côté. Et pour lui, le support ou un objet mathématique, pas vraiment de différence. Mais c'est assez drôle de voir. Hein. Tous les objets mathématiques sont là, et il y a ça. On ne sait pas quelle était son intention, ça se trouve, il le savait, mais... Alors là, vous avez beaucoup de bruit pour rien. J'espère que ça plaira à M. Caron, qui retrouve un de ses modèles ici, qui a été allongé un peu bizarrement. Là, vous avez le marchand de Venise. Je ne sais pas ce qui évoque Venise pour vous, ce qui évoque le marchand, etc. Jules César. C'est comme ça qu'on apprend que Jules César est moustachu. Ça n'a pas l'air d'être très cohérent avec l'histoire de Rome, mais... Le roi Lear, avec cette magnifique... Voilà. Les commères de Windsor. Je vous avais dit, hein, tout à l'heure, j'ai demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pensait à Falstaff en regardant cette chose-là ? Là, vous voyez bien, il y a quand même les 2 ladies et leur mari qui sont en train de se moquer du séducteur Falstaff qui arrive. On les reconnaît bien. Hein. Là, c'est la première lady, là, la deuxième, leur mari, ils sont très liés, très proches, etc.
Non, je ne sais pas du tout, c'est une interprétation personnelle. J'avoue que j'ai du mal à relier directement ce que je sais des pièces de Shakespeare avec ces tableaux. Et je ne suis pas sûr qu'il faille chercher à le relier, d'ailleurs. Tout est bien qui finit bien. Là, vous reconnaissez tout à l'heure les deux modèles. Le poisson a été libéré de son support et de son équation. Ils sont là. Alors, Man Ray, c'est bien, c'est une bonne étape, mais les modèles, ils ont inspiré plein d'autres gens. Beaucoup d'autres gens. Et j'ai décidé de vous présenter des artistes qui ont été inspirés par les modèles, plus ou moins directement, plus ou moins ceux de l'IHP, et j'ai envie d'essayer d'aller vers eux, et donc de vous présenter cette sélection qui, là, est complètement subjective, c'est-à-dire c'est mes choix à moi, et un point c'est tout. Alors pour pouvoir évoluer un petit peu vers ces artistes, j'ai mis quelques citations. Alors elles sont un peu pénibles à lire, parce qu'elles sont vraiment très intelligentes la plupart, enfin quasiment toutes. Là, j'ai un catalogue de l'exposition Le surréalisme et l'objet. Alors, c'est normal, on était avec Man Ray, le surréalisme, il était en train de regarder des objets particuliers, de leur conférer une dimension artistique alors qu'ils n'étaient pas construits pour ça. Cette exposition a eu lieu au Centre Georges Pompidou, et pour cette exposition, on a prêté les modèles de l'IHP. Donc, les modèles de l'IHP ont été exposés en tant qu'œuvre, en tant que contexte d'œuvre, au Centre Pompidou. Donc ça, c'est pour dire que l'objet connaît une nouvelle vie a posteriori. Parmi les objets alignés dans les vitrines, les objets mathématiques possèdent un statut exemplaire. Ils donnent une forme visible à des équations mathématiques complexes, illustrant au plus haut point la volonté des objets surréalistes à fonder une physique de la poésie, à ancrer les idées dans le réel. Ce que nous dit le catalogue, c'est essentiellement que les surréalistes aimaient ces objets parce qu'il se trouvait une concrétisation de quelque chose qui était abstrait, une réalisation de quelque chose qui était a priori intangible, une idée, un concept mathématique. Alors j'ai mis deux photos. Celle qui est à droite correspond exactement à ce que je viens de lire, c'est une photo de Beaubourg le jour de l'expo. Donc vous êtes en train de vous balader dans l'expo et vous avez cette reconstitution en verre, a priori, avec différents objets à l'intérieur. Si vous avez de bons yeux, vous pouvez voir quelques objets mathématiques, mais vous voyez aussi des objets d'art primitif océanien, vous pouvez voir quelques sculptures, un peu d'autres époques. Et là, j'ai mis, alors je n'ai pas trouvé de meilleure image, c'est l'affiche de l'exposition, de la première exposition surréaliste d'objets. Les surréalistes qui décident d'exposer des objets qui sont là. Alors je vous ai mis la date, c'est un peu tard pour y aller maintenant, du 22 au 29 mai 1936. La galerie Charles Raton, et vous voyez les mots qui sont là. Exposition surréaliste d'objets. Genre, on vous dit, on ne va pas montrer des œuvres, on va montrer des objets à qui on va conférer le statut d'œuvre. On n'est pas loin de quelque chose comme Duchamp et de son ready-made. On est en train de dire l'objet est en lui-même une œuvre. Et en dessous, vous avez une liste de ce qui est intéressant. Alors, vous avez mathématiques, naturel, trouvé, interprétés, voilà, des mobiles rationnels, des objets d'Amérique et d'Océanie. Donc on avait assumé clairement le fait de mettre des objets mathématiques au milieu d'une exposition dans une galerie branchée parisienne dans les années 30. Alors pourquoi est-ce que ça pose aucun problème? Si vous avez regardé, c'était 1936. Il y a quelqu'un en 1936 qui va théoriser l'idée de l'objet surréaliste. Alors la citation est un peu longue, et André Breton n'est pas celui qui est le plus facile à lire dans ces transparents. De même que voisinent dès maintenant sur les tables des instituts mathématiques du monde entier des objets construits, les uns sur des données euclidiennes, les autres sur des données non euclidiennes, d'aspect également troublant pour le profane, objets qui n'entretiennent pas moins dans l'espace tel que nous le concevons généralement les relations les plus passionnantes, les plus équivoques. Les objets qui prennent place dans le cadre de l'exposition surréaliste sont avant tout de nature à lever l'interdit résultant de la répétition accablante de ceux qui tombent journellement sous nos sens et nous engagent à tenir tout ce qui pourrait être en dehors d'eux pour illusoire. Donc là, maintenant, vous savez pourquoi il fallait regarder l'objet et que l'objet avait bien une dimension surréaliste. Vous êtes tous d'accord? Alors, je ne vais pas commenter parce que ça va être un peu plus clair par la suite. Donc j'ai mis deux phrases de gens qui ont étudié la pensée surréaliste. Marcel Jean, le plus ancien, dit « La plastique des objets exprimait un problème mathématique précis et suggérait en même temps quantité d'associations d'idées, d'images, d'analogies.
Donc il dit, certes, l'objet est un objet mathématique, qui correspond à un problème mathématique que les mathématiciens avaient, que les étudiants avaient, qui correspond à quelque chose qu'on voulait montrer, mais en même temps, quantité d'associations, d'idées, d'images, d'analogies. C'est-à-dire que cet objet a une analogie. C'est pas choquant, finalement, que Man Ray voit, en regardant la dérivée de la fonction P de Weierstrass, les commères de Windsor. C'est une analogie pour lui, une image qui correspond. Et Isabelle Fortuné, qui est plus récente, a regardé et dit « Les correspondances latentes qu'ils entretiennent dans des domaines très éloignés de leur signification strictement scientifique jouent pour une bonne part de l'admiration qu'ils ont suscitée. » Effectivement, c'est parce qu'il y a une correspondance avec quelque chose qui n'est pas mathématique que les objets mathématiques ont une pertinence pour les surréalistes. Donc, grosso modo, les surréalistes ne s'intéressent pas au fait qu'ils soient mathématiques, mais ils sont intéressés quand même par l'idée qu'ils réalisent concrètement quelque chose qui est une idée abstraite, la physique de la poésie qu'on vous a dit au départ. Donc, il y a une ambiguïté un peu conceptuelle derrière. D'une part, ça n'est pas mathématique, et on se moque que ce soit mathématique, mais en même temps, on est quand même content que ce soit la réalisation de quelque chose qui soit mathématique, qui soit extérieur à l'art. Alors, je vais vous montrer des artistes. J'étais un peu obligé de passer par Dali. Alors, celui-ci n'a pas grand-chose à voir avec un modèle, a priori. Vous avez là-haut son nom. Contorsion topologique d'une figure féminine en violoncelle. Vous voyez bien la femme qui est en train d'être contorsionnée topologiquement en violoncelle. Vous voyez son pied, en fait, qui n'est pas encore tout à fait contorsionné topologiquement. Là, oui, on peut le dire. Hein, vous reconnaissez bien la femme, le violoncelle, enfin voilà. Okay. Dali s'intéressait beaucoup à la science, et la science a toujours été une de ses inspirations, une de ses folies à l'intérieur. On vous a parlé hier, pendant la conférence de xénobiologie, vous avez entendu d'une sculpture en forme d'ADN qu'il avait faite, une sculpture de Gala qu'il avait faite en forme d'ADN. En voici une autre qui est de la topologie. Je vais en présenter une qui est beaucoup plus intéressante pour moi. Là, c'est une crucifixion. Alors, Dali expliquait au moment où il a présenté ce tableau qu'il voulait un Christ qui soit nucléaire et hypercubique. Donc, je ne sais pas si vous voyez le nucléaire, mais en tout cas, moi, le hypercubique, je le vois parfaitement, et pas seulement dans le nom, qui est ici. Regardez la croix. C'est une croix un peu bizarre, elle a un relief avant-arrière. Là, vous avez un nouveau cube, là, vous en avez un autre. Alors pour vous, ça ne dit rien, mais pour tous les matheux qui ont déjà fréquenté un tout petit peu la 4e dimension, c'est le plan d'un cube en 4 dimensions. C'est le plan 3D d'un cube en 4 dimensions. Un petit peu comme si vous imaginez, vous avez tous déjà monté un cube à partir d'un patron plan, vous savez, la croix qu'on replie et qu'on recolle. Ben, si on voulait le faire pour passer de 3 à 4 dimensions, c'est ça le plan 3 dimensions qui est derrière. Le cube ou l'hypercube, d'où le nom qui est là-haut, l'hypercubus qui se balade. Alors, je vais continuer mon petit défilé, je vais peut-être un peu moins commenter, parce que l'heure avance, me dit-on. Donc là, j'adore Brancusi, donc je n'ai pas résisté à mettre un Brancusi. C'est à peu près la même époque que les surréalistes. Il est en train d'explorer l'infini, la périodicité de la surface, et il décide de faire cette petite colonne chez lui en Roumanie. Voilà, une petite colonne. La colonne de l'infini, on comprend un peu pourquoi il l'a appelée comme ça, même si elle n'est pas du tout infinie. C'est choquant pour un matheux, mais bon. Un artiste qui a refait quelque chose dans la même idée, avec une même démarche, et d'ailleurs il mentionne Brancusi, c'est Hiroshi Sugimoto, qui est un artiste actuel. Si vous regardez précisément ceci, il a usiné un pas de vis, hein, essentiellement. Mais ce pas de vis, ce n'est pas n'importe quel pas de vis, c'est l'hélicoïde de Dini qu'on regardait tout à l'heure et qu'on avait vu en bois. Donc il s'est inspiré de l'idée de colonne infinie, mais il l'a refaite avec une surface de courbure constante. Il a aussi fait construire cette magnifique pseudosphère, c'était la tractrice de rotation qu'on voyait tout à l'heure. Il l'a fait construire, là je crois que c'était à la Fondation Cartier. Il a aussi décidé de photographier à son tour les modèles. Donc là vous reconnaissez la plus belle surface du monde. C'est juste que lui il a décidé que la partie ronde qui était devant, les bras qui arrivaient comme ça ne l'intéressait pas, il l'a prise de dos. Et il a regardé de dos avec un clair-obscur. Là, vous avez encore une hélice. Là, j'ai mis plusieurs photos. Ça, je suis sûr que c'est à la Fondation Cartier. C'était en 2004 ou 2005. Là, cette exposition. Alors, un autre artiste que j'aime bien, qui est Anton Pevsner, un artiste russe, mouvement constructiviste, je crois, si je suis précis. Lui, il s'intéresse énormément aux surfaces qui sont engendrées par une ligne. On avait vu tout à l'heure qu'il y avait
l'hyperboloïde qui était construit comme ça, ben là, il en a d'autres. Et vous voyez les noms qu'il a dit, construction spatiale aux 3e et 4e dimensions. Une autre de Pevsner, qui est d'ailleurs actuellement en bas à Beaubourg, c'est-à-dire c'est celle qui vous accueille si vous allez à Beaubourg exactement en ce moment. Une dernière de Pevsner. Alors là, quand j'ai vu cette œuvre pour la première fois, en fait, j'ai cru que c'était un modèle. Et vu qu'elle a ce nom surface développable, elle pourrait être exactement dans une collection mathématique. Personne ne saurait que ça a une dimension artistique. Voilà, un autre artiste, Naum Gabo. Alors lui aussi, il est dans l'idée de générer par des droites. Vous le voyez peut-être ici, mais en fait, c'est des droites, je crois que c'est des fils de plexiglas qui sont là. Alors Naum Gabo, comme son nom l'indique, c'est le frère d'Antoine Pevsner. Ils sont vraiment frères tous les deux. Voilà, j'en ai mis un autre. Là, voilà, une autre surface. J'ai mis une autre artiste qui est post-constructiviste dans l'idée, pour voir comment ça évolue petit à petit. Un artiste, une autre personne que j'aime bien, mais là on est britannique, qui est en train de regarder les surfaces dans les années 30, donc à la même période que Man Ray et les surréalistes. Il a fait, j'ai une autre sculpture qui va peut-être vous parler un peu davantage. Il est en train de regarder, vous voyez, la singularité qu'on voyait tout à l'heure sur les surfaces cubiques. Ici, il l'a réutilisé dans un autre cadre. Là, c'est mon photographe favori que j'adore, qui est quelqu'un qui ne photographie que la nature, en noir et blanc, sans aucune trace humaine en général. Et il a fait une exception parce qu'il a été fasciné par la forme qu'avait la centrale nucléaire The Rouge. Là, donc, il a ça, donc il a fait toutes ces photos. Alors évidemment, là, le projecteur ne lui rend pas grâce, exactement. Ensuite, j'ai dérivé sur l'architecture. Là, c'est un petit peu ironique, c'est à Jussieu, c'est à côté du département de maths. Donc voilà ce qu'ils ont trouvé comme structure mathématique à montrer. Ça s'appelle le tipi, en fait. C'est pour dire comme ils avaient bien pensé mathématiquement à la construction. Une superbe construction. La plus belle construction architecturale quasiment. C'est le pavillon Philips. Ça a été fait pour l'exposition universelle de 1958 à Bruxelles. Il y a eu plein de constructions comme à chaque exposition universelle. Celle qui est restée, c'est l'Atomium. Ça vous rappelez? Celle-là, elle a été détruite. C'est horrible, c'était une salle de concert essentiellement, une salle de concert assez particulière. Il y avait 450 enceintes à l'intérieur qui jouaient un poème électronique de Varèse. C'est, je crois, le bâtiment qui a eu le plus de succès pendant l'exposition universelle, mais il a été détruit après. Il est très mathématique parce que si vous le regardez vraiment, il a 9 bouts de toit, et chacun de ces bouts de toit est en fait un hyperboloïde. Enfin, un morceau d'hyperboloïde à l'intérieur. Vous voyez que j'ai mis deux architectes. En fait, c'est l'atelier Corbusier, mais c'est Xenakis qui dirigeait le projet, a priori, la conception du projet. J'ai mis, là aussi, c'est un peu un provoque, parce que je suis lorrain et je ne suis pas très fan de cette architecture de Pompidou à Metz. Donc je l'ai mis juste après pour qu'on voit bien la différence. Hein. Voilà. Là, c'était un petit clin d'œil à Michel Cassé avec la quintessence hier. Voilà, j'ai trouvé une œuvre sur la quintessence, quelqu'un qui s'est inspiré des polyèdres, etc. Là, c'est une œuvre dont on parlait à midi, à table. Il y a quelqu'un qui m'a parlé de cette œuvre à midi à table. Alors, c'est une œuvre audiovisuelle. Là, vous voyez deux images qui sont côte à côte. En fait, elles sont sur deux écrans séparés. Elle a été exposée au Palais de Tokyo l'an dernier. C'est une œuvre commune de Alain Fleischer, qui est réalisateur, vidéaste, Arnaud Petit, qui est compositeur, et Jean-Philippe Uzan, qui est poète. Ils ont fait tous les trois, en fait, cette œuvre. Le principe est très simple. Vous prenez un Jean-Philippe Uzan, vous lui faites écrire un texte de 4 minutes sur un modèle mathématique. Puis vous le filmez. Lui, le modèle, vous avez l'image de gauche avec un zoom avant-arrière, enfin pas un zoom, une netteté qui change. Ensuite, vous prenez un compositeur, il va composer les musiques pour 3 instruments à cordes. Jean-Philippe Uzan fait deuxième violon avec sa voix, ça fait un quatuor à cordes. Vous filmez les musiciens, mais vous les filmez avec la caméra qui tourne comme le bord de la surface. Et ensuite, vous avez 4 minutes de pure poésie à regarder, qui est là. Donc, je ne sais pas si on peut voir. Alors là, j'ai mis quelque chose, c'est pas vraiment un grand artiste, mais j'ai une affection un peu pour lui. Patrice Jenner, c'est un monsieur qui a décidé il y a 50 ans de graver au burin, dans des plaques de cuivre, des modèles mathématiques. Et il fait ça. Là, il faut que je fasse attention à ne pas me retourner pour ne pas voir si jamais on me dit que c'est fini. Donc il y a plein de modèles qu'il a fait. Il y a eu un film produit par l'Institut Henri Poincaré et réalisé par Quentin Lazarotto. J'ai bientôt fini. Réalisé par Quentin Lazarotto. Quentin Lazarotto, vous pouvez le retrouver tous les soirs au Ciné-Club.
pas en ce moment vu que vous êtes là. Et vous pourrez le voir jeudi soir avec Roland Lehoucq parler de la relativité et le cinéma. Là, je vous ai montré ce qui est intéressant dans les images que j'ai choisies du film. C'est des images relativement un peu emblématiques où on peut voir à la fois les gravures de Patrice Génère et les modèles mathématiques qui sont autour. Ça permet de revisiter les choses. Alors, je tiens à remercier, j'y étais presque, je tiens à remercier les photographes qui m'ont autorisé à utiliser toutes leurs photos, Sylvie Benzoni, la directrice de l'IHP, toute l'équipe de la bibliothèque qui m'a aidé, et à vous montrer les 2 livres d'où sont extraits les photos. Celui dont parlait Bruno tout à l'heure, je pense, c'était celui-ci, avec toutes les photos d'Anne Chauvet, c'est-à-dire toutes les photos sur fond blanc qu'on a vues viennent de là. Il y a plein de textes explicatifs des modèles et de tout ce qui est autour, en particulier un super texte historique par François Appéry. Là, c'est un livre qui est un peu plus vieux, qui décrit en fait la vie des mathématiciens et des physiciens théoriciens dans l'Institut, et en particulier, il y a des photos de modèles à l'intérieur. Ça, c'est juste pour dire, en ce moment, il y a un autre festival à Rio, qui est le Congrès international des mathématiciens. Et dans une salle à côté, ils ont exposé des modèles, alors imprimés en 3D, parce que c'est plus récent en fait, mais ça veut dire qu'on expose encore des modèles. Et là, j'ai mis une étoile parce qu'on est quand même dans un festival d'astronomie.